C'est un regard extérieur à la politique aujourd'hui, mais qui est quand même encore très avisé, qui est invité sur les plateaux du Figaro.fr. C'est Claude Guéant qui vient de sortir un livre très intéressant où il dit sa vérité, quelques vérités à vous dire. Claude Guéant aux éditions de l'Archipel, livre qui est sorti ces jours-ci. Claude Guéant, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire général de l'Élysée du temps de Nicolas Sarkozy. Alors je disais un peu extérieur, vous vous sentez vous encore dans le jeu politique? Non. Vous savez, je n'ai jamais été un politicien, à vrai dire, j'ai jamais eu de responsabilité au sein du parti, mais enfin... Vous êtes le cardinal, hein? Oui, vous étiez quand même... Mais j'ai quand même, aux côtés de Nicolas Sarkozy, participé à l'exercice du pouvoir. Ouais. Pour conséquent, j'étais dans le jeu politique. Ouais. Aujourd'hui, je suis un observateur très attentif. D'accord. Alors, quel regard portez-vous sur Emmanuel Macron? Je dirais que l'avenir nous permettra d'avoir une vue plus précise. Je dirais que les ambitions qu'il affiche, les orientations qu'il proclame, sont des orientations qui, je crois, sont salutaires pour la France, pour celles d'entre elles que nous connaissons. Et c'est ma réserve, parce que, bon, en ce qui concerne la loi travail, on peut dire qu'il aurait fallu quelques petites choses en plus, effectivement. Peut-être la version finale fait-elle la part un peu trop belle aux branches, mais enfin, grosso modo, c'est quand même une orientation qui est conforme à ce que la droite souhaitait, et je ne vais pas me déjuger. Ça va dans le bon sens. Alors, il y a en revanche des domaines sur lesquels il est ou ambigu ou discret. Je pense à tout ce qui est les communautarismes, à l'immigration. Ce sont des sujets dont on parle moins depuis quelque temps. Expulser davantage d'immigrés clandestins. Oui, il faut dire comment on fait, parce que nous sommes tombés bien bas, si je puis dire. Hein. Ce n'est pas facile, mais il n'empêche qu'on peut faire beaucoup mieux. Je ne disais dans le Figaro il y a quelques jours que la dernière année, les expulsions de clandestins s'étaient limitées à 13 000. Quand j'ai quitté le gouvernement en 2012, nous étions sur un rythme de 40 000. C'est donc qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais il faut faire mieux que 40 000, parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont plus nombreux qu'à votre époque encore. Oh oui, mais bien sûr, puisqu'on ne les a pas expulsés. D'accord. Oui, puis il y a quand même eu des événements oui, bien sûr, il y a eu des vagues qui sont venues d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on compare Emmanuel Macron à Nicolas Sarkozy? On dit, ils ont tous les deux, l'ambition d'aller vite, de bouger le pays, de le transformer. Est-ce que c'est une comparaison qui est pertinente? Je crois qu'il y a effectivement un certain nombre de points de ressemblance entre les deux hommes. Ce sont des hommes qui veulent embrasser la situation globale, qui veulent rendre à la France son rang. Et ça, je dois dire que Emmanuel Macron a redonné vie à la France sur le plan international, alors que sa présence avait complètement disparu sous le quinquennat de François Hollande. De la même façon qu'à l'intérieur, ils veulent aussi que les choses bougent et qu'elles bougent de façon très systématique, je dirais même de façon systémique. Alors ensuite, ils ont une caractéristique commune supplémentaire. On a dit beaucoup que Nicolas Sarkozy concentrait le pouvoir. Je dirais que Emmanuel Macron le concentre encore davantage, il ne s'en cache pas d'ailleurs, et le nouvel équilibre entre le rôle du président d'un côté, du Premier ministre de l'autre côté, est assez intéressant. Il est très nouveau sous la Ve République. Sous Nicolas Sarkozy, François Fillon avec beaucoup plus d'autonomie. D'accord. Aujourd'hui, il va y avoir des annonces qui seront faites pour corriger le dispositif Sentinelle, qui est destiné à protéger les Français contre le terrorisme et qui fait appel donc à des militaires. Alors il y a toujours un débat, une polémique pour savoir si c'est vraiment la place des militaires. Il va y avoir un redéploiement. Ce système, d'après vous, est-il efficace ? Ce système... Ou plutôt psychologique. Quelques gouvernements qui étaient en place y auraient eu recours, parce que c'est le mouvement spontané, il y a une menace, l'armée est là, elle a des effectifs, une organisation, des locaux, on fait appel à l'armée. Public, en fait. Mais il y a deux sujets. L'armée s'est fait d'abord pour faire la guerre. Et la France est très lourdement engagée dans un certain nombre de terrains d'opération, notamment en Afrique, et c'est encore pour longtemps. Je crois que le dispositif Sentinelle, par ses effectifs, mais même par sa nature même, commence à peser sur la capacité d'engagement de nos armées à l'extérieur. Je sais, je suis un des dinosaures qui a fait un service militaire, et c'était long, c'était 18 mois, et très professionnalisant pour ce qui me concerne. C'est un métier, et il faut s'entraîner.
je serais vraiment très fâché, très consterné que nos troupes doivent se réengager au Mali ou dans des pays de cette région sans avoir la formation, la préparation nécessaire. Et je pense que fondamentalement, il faudrait désengager les armées pour leur permettre d'être présentes à l'extérieur, là où c'est leur vocation. Jusqu'à la suppression de Sentinelle ? Oui. Mais il faut bien sûr trouver des systèmes de remplacement, parce qu'il y a besoin d'une vigilance, les forces de l'ordre, ou bien des institutions nouvelles, des organisations nouvelles, à côté des forces de l'ordre. Il y a toute une refonte à faire, à mon sens, de l'articulation entre les sociétés privées de surveillance et puis la police et la gendarmerie. C'est ce que vous feriez si vous mais étiez ministre de l'Intérieur aussi d'autres choses à faire. Très simplement, moi, je propose une chose qui est possible tout de suite. J'avais fait ça quand j'étais ministre de l'Intérieur, c'était de demander aux policiers et aux gendarmes de faire des heures supplémentaires, mais des heures supplémentaires rémunérées. On m'avait dit à l'époque, les syndicats m'avaient dit, ça ne marcherait pas. Ça a été un succès formidable. Ça va vite, ça coûte beaucoup moins cher que des recrutements. Deuxième chose, je préconise dans mon livre la création d'une garde nationale, c'est-à-dire d'un effectif qui serait rémunéré comme les sapeurs-pompiers volontaires, qui évidemment serait... Cette garde nationale, elle serait constituée de qui ? Alors, la garde nationale serait constituée d'abord des réservistes. Alors ça a été engagé sous le quinquennat de François Hollande. Mais c'est la réserve des armées. Il y a aussi des réservistes de la police qui ne demandent qu'à être sollicités. Et puis, au-delà, on peut faire à des formations. C'est combien de personnes on peut faire pour la garde nationale. Bon, je pense que dans un premier temps, on peut faire 30 000 sans aucun problème. Ah oui, en permanence. Oui, bien sûr. Avec et puis on peut de... faire appel à des volontaires que l'on forme, que l'on habilite. Il faut les payer aussi. Oui, qu'on peut payer comme des sapeurs-pompiers. Mais croyez-moi, ça coûte infiniment moins cher que des recrutements, et c'est opérationnel beaucoup plus vite. Il y a une question de l'appréhension de la menace terroriste. Je crois qu'on n'a pas encore pris les dispositions correspondant à l'ampleur et à la durée de la menace. Moi, je suis toujours stupéfait et triste de voir dans Paris, en me promenant, des lieux qui sont d'une extrême vulnérabilité pour lesquels il n'y a strictement aucune mesure de protection qui a été prise. Oui. Donc la raquette, il y a des trous dans la raquette, quoi. Il y a des trous, bien sûr. Alors, on ne sera jamais parfait. Hein. La nature du terrorisme aujourd'hui fait qu'on ne peut pas l'éviter. C'est plus comme le terrorisme d'il y a 20 ans où on avait des réseaux, enfin j'en parle aussi, qui venaient de l'étranger, que l'on pouvait surveiller, etc. On voit maintenant qu'il y a des gamins qui sortent, ou des moins gamins d'ailleurs, qui sortent de nulle part, qui ne sont pas connus, etc. C'est très dangereux, mais il faut s'y adapter. Quelques vérités à vous dire, et une des vérités. Et si Nicolas Sarkozy n'avait pas décidé d'aller en Libye, ça serait peut-être différent aujourd'hui, non ? Mais c'est l'analyse que l'on peut faire a posteriori, c'est vrai, parce que il est de fait que la Libye, à l'époque, avant l'intervention franco-britannique et américaine aussi sur Benghazi, la Libye jouait deux rôles très importants. D'abord, elle avait un rôle d'appui à notre lutte contre le terrorisme. Kadhafi était sorti de ces années noires de terroriste, ne l'oublions pas. Il s'était refait une virginité en renonçant aux armes de destruction massive, etc. Et la collaboration libyenne était très précieuse. Et puis, la collaboration libyenne était également très importante, en ce sens qu'elle bloquait l'immigration venant du Sud. Oui, mais après, vous êtes allé le chasser, Kadhafi. Ça a été votre ami Kadhafi à un moment? Non, jamais. Les relations n'ont jamais été amicales. Mais ceci dit, nous avons essayé de le sortir de l'isolement dans lequel il était pour lui faire jouer un rôle positif sur le plan international et notamment dans cette région, parce qu'il avait une grande influence dans cette région en Afrique. Alors, ne l'oublions pas. Démettre, mais alors, il y a eu cette intervention. Pourquoi? Parce que, souvenons-nous-en, il y avait un risque très considérable d'invasion de Benghazi par l'armée de Kadhafi avec tous les massacres que l'on pouvait redouter. Mais n'oublions pas une chose, comme l'a dit Tréhard, c'est qu'il fallait bien sûr un suivi de l'intervention militaire. Alors le suivi, tant que Nicolas Sarkozy a été au pouvoir, a été assuré. Souvenons-nous qu'il y a eu une élection, il y a eu un parlement. Dans la liesse populaire, cette élection s'est produite. Et le Premier ministre élu à la suite de cette élection est venu à Paris triomphalement. Et ensuite, lorsque le président Sarkozy est parti, il n'y a plus eu de suivi du tout. Alors, vous avez connu la puissance et la gloire. Aujourd'hui, c'est beaucoup dire, mais enfin, bon, disons que j'étais parmi ceux qui et aujourd'hui, c'est votre expression, la rancune et la calomnie. Vous êtes un paria de la République.
Oh, je ne dirais pas jusque-là. Vous savez, je vis ça évidemment avec un petit peu de douleur, mais aussi avec sérénité, hein, parce que j'ai ma conscience pour moi. Ouais. Cela étant, c'est vrai que je crois que je suis la victime d'une instrumentalisation délibérée de la justice, hein, avec tout ce qu'il faut dans le domaine médiatique pour bien faire en sorte que je perde pied. Vous êtes seul? Bon, j'ai beaucoup d'amis, je vois des Nicolas Sarkozy, vous travailler. Je le vois très, très régulièrement, je le revois encore la semaine prochaine. Ouais. Il vous soutient? Je l'ai toujours vu et il a toujours été extrêmement amical à mon égard. Vous dites la justice. Vous êtes mis en examen dans beaucoup d'affaires. Quelques affaires. Vous accusez le pouvoir politique précédent d'avoir peut-être facilité ce travail de la justice? Je sais qu'il y a eu, alors que Manuel Valls était ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, une structure qui s'intéressait à mon cas, pour être une structure anti-Guéant, un cabinet Guéant. Bon, je ne sais pas si c'est un cabinet, ce n'était pas des gens à plein temps, j'imagine, mais je sais qu'il y avait des réunions me concernant et qui agissaient contre moi. Je pense qu'ils agissaient aussi contre Nicolas Sarkozy en même temps. Alors, on peut recevoir effectivement des éléments très intéressants sur cette intervention. J'en cite des preuves, si vous voulez. Lorsque un jour, je suis interrogé par la police judiciaire et que quelqu'un du ministère, non pas la hiérarchie PJ, du ministère, appelle pour demander comment va mon audition, est-ce que je raconte, c'est une marque d'intérêt et une intrusion. Bien sûr, puisque mon avocat était présent lorsque le coup de téléphone a été reçu par l'officier de police judiciaire qui s'est voulu se mettre. Et je me dis une chose, parce que naïvement je me dis, c'est une intervention à la réflexion. Comment, du ministère, trouver la bonne personne dans le bon bureau au bon moment? Peut-être ces gens avaient-ils des relations après tout. Je pense que tout ce qui affaiblissait la Sarkozy en général... C'était en vue de l'élection présidentielle de 2017. Je pense que ça faisait partie du calcul. Et vous étiez... Je pense que ça, de la même façon que j'affirme, et j'en donne une cible en tout cas, j'affirme et j'en donne des preuves, des démonstrations, que le parquet a saboté des enquêtes, je dis bien saboté, des enquêtes sur des plaintes en violation du secret de l'instruction de l'enquête que j'avais déposées, qui auraient permis de trouver les auteurs de la machination. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Claude Guéant? Vous êtes avocat. Je ne suis plus avocat depuis quelques jours. Je préside une société britannique, au sens britannique du terme, c'est-à-dire que je ne suis pas exécutif. Vous êtes dans le monde des affaires? Oui, un petit peu, oui. D'accord. Et vous avez quitté votre casquette d'avocat? Voilà. D'accord. Quel regard vous portez sur la droite aujourd'hui? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très éclatée et c'est ma famille politique, je ne la renie pas. Vous êtes toujours membre des Républicains? Oui, je suis toujours membre. Et je dois dire que les semblants de combats idéologiques qui sont manifestés par les uns et les autres, très clairement dissimulent exclusivement des ambitions qui peuvent se dévoiler maintenant ou qui attendent plus tard avant de se dévoiler, et cela ne me semble pas bien. Laurent Wauquiez, c'est l'avenir du parti? En qualité de président? Laurent Wauquiez, je crois, sera élu. Vous allez voter pour lui? J'attends de voir qui sera candidat, mais dans l'état actuel des choses, je voterai pour lui. Et je crois qu'il faut cesser d'en faire la caricature que l'on en fait. Par exemple, on le présente comme un anti-européen. Rien n'est plus faux que cela. Il a fait un livre critique à l'égard de l'Europe, alors qu'il était secrétaire d'État aux Affaires européennes d'ailleurs. Mais je l'ai lu, ce livre. C'est un livre qui exprime sa conviction européenne, mais sa volonté de refonder l'Europe pour qu'elle fonctionne conformément aux attentes de ses citoyens. Laurent Wauquiez, c'est Buisson, et puis Patrick Buisson et Nicolas Sarkozy mêlés ou... Écoutez, je pense qu'il ne faut pas faire tous ces rapprochements. Bon, il y a des choses qui sont communes entre les trois hommes, c'est que Laurent Wauquiez est très sensible aux questions de communautarisme, de respect de notre culture, d'immigration, de sécurité. Bon, je crois que même si tous ces thèmes ont un peu disparu du paysage depuis quelques mois, ce sont des sujets qui restent très préoccupants pour les Français. Il peut gagner en 2022 ? Voyons. La droite peut gagner? Pourquoi pas, on verra. On verra, ça dépend aussi de la réussite. Vous souhaitez? Ça dépend aussi de la réussite de M. Macron. Et si vous me poussez dans mes retranchements, je vous dirais que bien que j'appartienne à notre famille politique, j'espère qu'il réussira, parce que beaucoup d'intentions qu'il manifeste vont dans le sens de l'intérêt de notre pays. Parfait. C'était le talk de Claude Guéant, je vous rappelle. Quelques vérités à vous dire. Et maintenant, chers internautes, vos questions avec Merwan Mehadji qui nous rejoint dans le studio.
Merwan, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien grand. Bonjour. Bonjour Monsieur Guéant. Alors on a énormément de réactions sur le chat du Figaro, sur le Figaro.fr, mais aussi sur la page Facebook du Figaro. Et pour être honnête, les internautes ne sont pas très gentils avec vous. En fait, on a beaucoup de questions par rapport à vos affaires judiciaires. On a notamment Baptiste qui nous parle de votre peine de prison. Je rappelle que la Cour d'appel de Paris vous a condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Et depuis 2009, les peines inférieures à 2 ans sont aménageables. Comment est-ce que cela va se traduire ? Écoutez, sur cette affaire très précise, j'ai fait un pourvoi en cassation. Les mémoires doivent même être déposés dans quelques jours, à la fin de cette semaine, le premier mémoire. Et j'espère bien que la cassation, la Cour de cassation fera du droit. Parce que je soutiens, et je connais bien le droit administratif et le droit de la comptabilité publique, que mes collègues et moi n'avons commis aucune faute. D'accord. Caroline, vous n'avez pas le droit d'exercer dans la fonction publique pendant 5 ans. Pourquoi continuez-vous à intervenir dans les médias ? C'est 2 choses différentes. D'abord, je dirais que l'interdiction qui a été formulée est une interdiction qui, pour l'instant, ne peut pas s'appliquer, puisque je ne suis toujours pas condamné. Tant qu'on n'a pas la cassation, on n'est pas condamné. C'est une première chose. Deuxièmement, comme je suis retraité, effectivement, c'est une décision qui a peu de portée. En parlant de retraite, on a Indignatus sur Twitter qui nous dit « Vous avez 72 ans, justement, avez-vous songé à la retraite ?» Mais écoutez, je suis en retraite, mais vous savez, j'ai beaucoup travaillé toute ma vie, je me vois mal ne rien faire. Donc je reste actif. Mais vous êtes opérationnel dans vos nouvelles fonctions Ah oui, bien sûr. Je ne suis pas, je n'ai pas de fonction exécutive, c'est-à-dire que je ne gère pas la société. C'est une société, mais c'est une société qui est très diversifiée dans le commerce, l'agriculture, les télécoms, etc. Et je n'ai pas de fonction exécutive, mais je travaille les dossiers de la société, j'essaye de lui donner de la cohérence. En coulisses. Voilà. Non, pas en coulisses, ouvertement. Ouvertement, bien sûr. Gilles, êtes-vous toujours l'ami de Nicolas Sarkozy ? Écoutez, moi j'ai trop de respect pour lui, pour l'institution qu'il incarne, qu'il a incarnée pour utiliser les termes d'amitié, mais il me témoigne toujours beaucoup d'amitié, et moi je lui en témoigne aussi. Wulfran, où avez-vous fait votre service militaire, pardon ? Mais j'ai fait mon service militaire, pour la partie active après la formation, dans un magnifique régiment qui s'appelle le RICM, le régiment d'infanterie de chars de marine, qui est le plus décoré de l'armée française, qui était très actif, et j'étais sous-lieutenant, chef d'un peloton de combat. Amélie, qui avait posé la même question hier, que recommandez-vous de faire pour la journée du patrimoine ? Pour les gens qui ont envie d'y aller, vous voulez dire. Écoutez, il y a énormément de lieux formidables. Moi, c'est peut-être parce que je connais bien les grands sites nationaux qui attirent des queues qui durent des heures et des heures pour l'Élysée, Matignon, les assemblées, etc. Je trouve que ce qui est bien, c'est les petits éléments de patrimoine qui sont très touchants et souvent méconnus. Dernière question, Merwan. Soutenez-vous le Real, Jean Thomas ? Rien à voir, on parle de le Real Madrid, j'imagine. On a aussi Antoine qui nous demande que pensez-vous du marché de l'art ? Oui, écoutez, alors on voit la question de marché de l'art. Pour ce qui est du football, comme j'aime beaucoup Griezmann, je soutiens plutôt l'Atlético. Pour lui. Marché de l'art, on voit le clin d'œil. Oui, j'ai bien compris le clin d'œil. Je vois qu'il est très actif. On doit avoir à Paris en ce moment, d'ailleurs, une grande exposition dont les commentateurs dont vous êtes disent que c'était plus tout à fait au niveau d'autrefois et que d'autres foires, comme celle de Maastricht, ont pris le dessus. Ce que je constate aussi par rapport, parce que je vois le clin d'œil, c'est que entre les évaluations qui sont faites et les prix qui sont réellement pratiqués à la vente, il y a des océans de différence. D'accord. Vous êtes toujours un passionné. Ça veut dire que c'est actif. Bon, je regarde, j'aime bien, mais je ne suis pas un professionnel. D'accord. C'était les réponses à vos questions de Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui vient d'écrire ce livre, Quelques vérités à vous dire. C'est aux éditions de l'Archipel. Merci Merwan. Merci Claude Guéant. Merci d'être passé dans les studios du Figaro.